Tonio, Férisette, objectif éco. Oh, il est beau avec son hache. Maintenant, tu es un mania de l'agroalimentaire, c'est ça? Après, Je travaille. après les crypto-monnaies, l'agroalimentaire. Enfin, quelle carrière, mais quelle carrière! Je sais pas comment je fais. Je sais pas. Ouais, des milliards, des milliards. Je suis doué, je suis doué. Alors ce que vous venez de voir, c'est le premier magasin qu'on vient d'ouvrir dans le plus gros shopping mall de Panama, le plus coté. Alors c'est bien pour l'image de marque. Aujourd'hui en fait je vais vous parler un petit peu de ce projet agroalimentaire. Et en fait pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai un youtubeur qui m'a demandé une question un peu bizarre. Il m'a dit mais à quoi ça sert? Pourquoi tu fais ce business de vente de glace? À quoi ça sert? Genre pourquoi tu t'emmerdes la couille avec des vrais produits, de la vraie vie, des vraies entreprises, alors que tu peux vendre du virtuel sur YouTube, te faire plein de blé, rien foutre, et voilà. Alors je suis pas, le score d'argent pour scorer comme ça et accumuler, jamais dépenser. Il y a pas mal de youtubeurs en fait qui gagnent 50 fois plus que ce dont ils ont besoin, et puis après ils utilisent même pas l'argent. Mais c'est surtout ce qui est dérangeant, c'est que 95% des youtubeurs qui sont en contact avec moi appliquent pas pour leur propre vie ce qu'ils vendent dans leur formation. Enfin c'est une drôle de vie quoi. C'est pas, ils sont pas très heureux hein, derrière la caméra, ils sont pas très heureux, ce qui est un peu normal, parce que faire un truc qu'on n'aime pas juste parce que ça paye de l'argent, ouais c'est cool au départ évidemment. Le premier million d'euros évidemment il est nécessaire, mais c'est après en fait, ça devient du superflu. L'argent au-delà d'1 ou 2 millions, il n'y a plus de bénéfices immédiats, et donc le seul intérêt après c'est de trouver des choses à faire qu'on aime, justement, sauf la liberté de choisir. Je trouve que c'est l'intérêt numéro 1. Et alors donc continuer comme ça à accumuler des millions alors qu'on n'aime pas ce qu'on fait juste pour scorer parce qu'on ne sait pas vivre autrement, c'est un peu dommage. Et donc à quoi ça sert? Alors franchement, à quoi sert Grand Clément? Alors laissez-moi vous parler de Grand Clément. Alors ça sert déjà à m'amuser, je m'amuse énormément avec ce projet, je suis très content. Donc Grand Clément était une marque de glace avec une certaine renommée à Panama, et puis est arrivé le Covid. Le Covid ça a buté le tourisme au Panama. Déjà que c'était pas une grosse destination touristique le Panama, mais alors là avec le Covid c'était la fin quoi. C'était plus un tourisme de business qu'il y avait à Panama, et en fait les gens quand ils venaient à Panama City ils allaient au Casco Vero, et c'était là où il y avait les activités de Grand Clément dans la vieille ville, et donc plus de touristes, donc ça fait fermer machin tout ça, bon bref tout est parti en couille. Donc on a eu une opportunité de pouvoir injecter du capital avec Antoine et de racheter 50% des parts pour avoir comment dire, il y avait des actifs, il y avait une marque, il y avait un atelier, et puis il y avait du savoir-faire, et puis de la demande en fait, il y avait des clients fidèles, donc c'était franchement une opportunité. Alors qu'est-ce que je peux y trouver comme plaisir? Alors moi la glace, je trouve que c'est d'abord un beau produit. Moi je mange pas mal de glace. Alors je mange pas les glaces avec du lait de vache, malheureusement 99% des gens veulent manger des glaces avec du lait de vache. À titre personnel, tant que la science n'aura pas expliqué pourquoi on se tape un pic d'insuline à chaque fois qu'on injecte du lait de vache dans notre corps, je préfère garder mes pics d'insuline pour mon vin rouge que pour la glace. Donc je prends des glaces avec du lait de coco, du lait d'amande ou du lait de cashew, noix de cajou en fait. Voilà, mais je prends pas de glace avec du lait de vache, quasiment jamais. Et mis à part ça, les glaces c'est un produit moi je mange chaque semaine, j'aime beaucoup, et je pense qu'on est nombreux à aimer les glaces, c'est très agréable. Donc déjà faire des transactions avec des clients, et quand ils mangent votre produit, ces personnes ont le sourire parce que voilà, ils sont contents de manger ça. C'est quand même une transaction plus sympa que de créer des formations auxquelles on ne croit pas, marketer ça en mentant comme un arracheur de dents, et prendre de l'argent à des gens qui n'en ont pas forcément beaucoup, tout ça pour faire un score et accumuler un patrimoine dont on n'utilise même pas pour vivre concrètement quoi.
Honnêtement, je trouve déjà un intérêt majeur à mon histoire de glace et mineur à cette histoire de business d'internet et de YouTube. Mais ce n'est qu'un détail. Donc la glace, c'est un produit passion et c'est un produit aussi agroalimentaire. Et moi, je crois à un retour de l'inflation. Je pense que depuis 40 ans, on était dans un cycle de désinflation et que ça a pris fin avec le Covid. On a vu les déclarations des politiciens, on a vu les déclarations des banques centrales on a vu aussi un certain nombre de phénomènes comme une rupture artificielle de la chaîne de production via des décisions politiques, ce qui ont entraîné en fait des ruptures de fabrication et un ajustement à la hausse sur les prix à production. On a vu également les matières premières exploser à la hausse depuis 6 mois. Donc les matières premières, il faut savoir que le marché obligataire met tout en fait, les actions, l'or, quasiment tout ce qui cote dépend du niveau d'inflation et de déflation. Les devises, etc. C'est fondamental la valeur de l'inflation. Alors autant les marchés sont compliqués à anticiper, autant l'inflation, il y a des données économiques sur le terrain qui sont récupérées, qui permettent de projeter les niveaux d'inflation et les tendances. Et on a aussi les niveaux d'inflation. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Ce ne sera pas mes recherches, hein, je vais préciser, ce sera les recherches d'un autre que je vais utiliser. Mais c'est quelqu'un qui a chiffré en fait le délai de propagation de la hausse des matières premières au CPI américain, au prix à la consommation américain. Donc on a quand même pas mal d'éléments qui laissent songer qu'on va avoir un retour de l'inflation. On a bien sûr trop de dettes et tout le bordel qui va avec, donc l'inflation ça va un peu aider tout le monde, sauf les épargnants et sauf les entrepreneurs et tous ceux qui ont des dettes, évidemment ils vont voir ça d'un bon oeil, et qui a des dettes? Les États. Donc les politiciens sont pour, et donc moi je pense qu'il y a un retour de l'inflation, et avoir son argent en tant qu'entrepreneur et en tant qu'investisseur dans l'agroalimentaire, ça me paraît une bonne idée. Voilà. Donc en plus du produit passion, moi j'aime le farming et l'agroalimentaire de manière générale, c'est le produit que je comprends, de qualité. Je vais vous parler maintenant de ce que c'est que Grand Clément. Mais en plus de ça, il y a un intérêt macroéconomique de protection pour moi à horizon 10 ans, parce que je ne sens pas du tout la situation actuelle. Ça sent l'énorme enculade d'État mondial, donc je préfère avoir mes mains dans le cambouis agroalimentaire qu'autre chose. Alors ensuite, Grand Clément, c'était une super marque. Je vais par exemple vous donner une info que j'ai découverte qui m'a surpris. Vous savez, les glaces italiennes pas chères qu'on vend partout, dans les marchés, les machins, les trucs qui tournent là. En fait, dedans, il y a 75% d'air. C'est pas de la glace qu'on vend, c'est de l'eau glacée avec de l'air, et puis il y a un peu de colorant et de parfum, c'est pour ça que ça coûte pas cher. Donc Grand Clément s'oppose à ce système de produits bas de gamme, trompeur pour le consommateur. Donc Grand Clément ne met pas 75% d'air dans les glaces. Et deuxièmement, Grand Clément utilise des produits naturels. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun colorant pour la couleur. C'est vrai que les gens ils achètent des glaces en fonction de la couleur, à quoi elles ressemblent. Donc ça on n'utilise pas. Ensuite il n'y a aucun parfum artificiel, rehausseur de goût et j'en passe. Il n'y a que des fruits en fait, que des fruits, que du sucre, mais du vrai sucre, pas du sirop de glucose fructuose. Donc que des denrées qui existent, qui sont naturelles, voilà, pas de chimie, pas de conservateur, rien. Donc Grand Clément est plus cher à la fabrication que les autres glaces, mais en contrepartie on offre une glace totalement naturelle. Alors avec certes du lait de vache comme je le disais au départ, mais les gens veulent leur lait de vache, donc moi je peux rien faire contre ça. Si je pouvais, bien sûr, je ferais la promotion de glace sans lait. Ensuite en marketing, en positionnement, donc c'est recette française, réellement une recette française fabriquée à Panama. Voilà, et donc comme on vend assez cher, c'est plutôt en haut de gamme, du coup en termes de distribution, c'est là où on a travaillé depuis un mois pour la relance. On s'est intéressé à cibler les endroits de Panama City où il y a du pouvoir d'achat. Donc Panama City, c'est une ville de 800 000 habitants, il y a peut-être 50 à 100 000 personnes ici, avec un niveau international de pouvoir d'achat. Donc on a sélectionné environ 25 supérettes ou
je sais pas, petit magasin, voilà, gourmet, tout ce qui est gourmet en fait, et épicerie fine. Donc on a pris contact avec eux pour réinstaller une distribution. C'est un Français d'ailleurs qui distribue de l'épicerie fine à Panama City, qui a pris en charge la distribution de Grand Clément pour cette distribution dans les magasins. Donc l'idée à terme, c'est d'avoir environ 25 points de vente et de couvrir la ville. On a également démarré parce que, comme vous le savez tous, maintenant la digitalisation des échanges est en marche, et avec les lockdowns et compagnie. Donc à Panama, les gens utilisent beaucoup Instagram. Donc on a démarré en fait la capture de code barre, via la capture de code barre, l'identification de clients, de manière à lancer du targeting sur Instagram pour proposer et propager le retour de Grand Clément à Panama City. Donc il y a tout un travail de collecte de data qui a démarré. On utilise la collecte à l'aide de notre magasin, enfin notre salon. Donc vous avez vu la vidéo au départ. Donc via la fidélité classique, les personnes qui commandent plusieurs fois tout simplement bénéficient de remises, mais pour ça il faut qu'elles s'identifient pour avoir les remises, genre 3 pintas, 3 pots de glace achetés, on en offre un 4e par exemple. Donc moyennant quoi on va avoir leur email. Donc ce qui nous intéresse en fait, c'est d'établir le portrait robot de nos clients pour après aller rentrer dans les plateformes et aller utiliser les algos pour targeter d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément. Donc ça nous a occupé. Il a fallu aussi pas mal se concentrer sur la relance de l'atelier, puisqu'il y a 8 personnes au total qui travaillent pour fabriquer ces glaces. Donc il fallait tout relancer, investir dans un certain matériel qui n'avait pas fonctionné depuis 6 mois, 1 an. Il y avait également du design pour la boutique qui a été fait, un peu à la sauce française 18e, là, avec des dorures, des glaces, des machins, cultiver l'image française. Et il a fallu aussi bien sûr refaire la chaîne d'approvisionnement, parce que tout simplement avec le Covid il y a plein de mecs qui ont crevé, donc les contacts disponibles, les fournisseurs en fait, il y en a un certain nombre qui n'existaient plus. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, c'était un peu sport. Et alors à quoi ça sert? Et ben moi j'ai trouvé ça super fun de participer à un truc pareil. Donc en dehors de Grand Clément, je suis en train de discuter pour démarrer une ferme champignons. L'idée ce serait de les vendre aux US. Il y a pas mal la consommation de champignons est en train d'augmenter actuellement dans le monde. Donc actuellement il y a quelqu'un qui est en train de tester la fabrication, voilà, la mise en route à petite échelle, et ensuite investir quelques centaines de milliers de dollars pour vraiment créer des facilities, comme on dit en français, je sais pas, une structure pour créer, pour produire vraiment du gros volume et balancer des conteneurs aux US. Donc ça, je sais pas quand est-ce que ça va démarrer, mais dès que les phases de test seront finies, elles sont pas loin d'être finies, on va commencer à réfléchir pour augmenter le volume. Donc j'ai ce projet là toujours dans l'agroalimentaire, et puis avec Antoine on part la semaine prochaine. On fait des visites de grands terrains depuis maintenant quelques mois. On a affiné les choix. Enfin moi je commence à avoir une idée assez claire maintenant de comment je vais jouer la partie à Panama. Donc on est en piste mais on a un propriétaire qui est un petit peu têtu et obtus et un petit peu en train de rêver. Donc il nous propose un terrain de 140 hectares, un terrain sur lequel on a bien craqué, mais il le propose trop cher, ça ne les vaut pas parce qu'il n'y a pas d'accès. Donc honnêtement pour l'instant on a un écart, donc on doit le rencontrer dans une semaine. On a un écart de 3000 $ l'hectare. Et moi je baisserai pas, j'irai pas même pas à la moitié du prix qu'il réclame. Il est hors de question. Et sinon on a une piste pour 40 hectares de l'autre côté sur la côte Caraïbe. Là les prix sont corrects, donc si le mec qu'on rencontre la semaine prochaine il fait chier la couille, on va partir. Et il y a juste une incertitude sur la présence d'un point d'eau, et s'il y a le point d'eau, je pense qu'on va concrétiser donc au mois d'avril. Donc probablement avec ces 40 premiers hectares pour démarrer. Alors certains m'ont écrit, notamment les clients de la crise du siècle,
que j'ai fermé d'ailleurs. On ne pourra pas dire que je fais de la pub pour les formations, c'est plus accessible. Juste pour les anciens clients, il y en a qui m'écrivaient, mais Charles, moi je peux pas investir en agroalimentaire comme tu fais, j'ai pas envie de passer mon tracteur, j'ai pas envie de faire du tracteur. Et moi non plus, hein. Non mais moi je vais pas faire du tracteur non plus, hein. J'aime bien la terre, honnêtement, j'aime bien la terre, j'aime beaucoup l'agriculture, mais je voudrais quand même vous rappeler que les agriculteurs, c'est un peu les nadons de la farce depuis 70 ans. Enfin, je veux dire, il y a l'économie entière qui se fout de leur gueule, qui leur bouffe sur la gueule et qui capture de l'intégralité de la valeur, de la chaîne de valeur. Les agriculteurs aujourd'hui, à part les très gros, je sais pas, le top 0,5%, les autres, 99%, ils tirent la langue. Et non, je vais pas faire agriculteur à tirer la langue, à passer mon tracteur pour cultiver des céréales que la coopérative du coin va me baiser la gueule. Enfin ici c'est du café et du cacao, voilà, non, je vais pas faire ce délire, ou de la canne à sucre, la canne à sucre. Non, je vais pas faire agriculteur comme ça. Quand je parle d'agriculture, c'est des crops, des produits agricoles sur lesquels il y a des très bonnes marges qui font pas chier. J'aime pas du tout tout ce qui est cassable, tout ce qui est frileux, tout ce qui est, comment dire, dont le transport pose problème, tout ce qui n'a pas une durée de vie, tout ce qui a une durée de vie courte, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Passer le tracteur dans le jardin, déjà en monde tropical, les terrains plats sont rares, donc c'est compliqué de placer du tracteur. Faut ça. Avec Oscar, un jour au Costa Rica, on a fait du tracteur justement en pente. On a fini avec le tracteur sur la gueule, il s'est couché, nous au milieu. On aurait pu se faire très mal. Non, le tracteur, c'est pas trop ma cam. J'ai besoin de matos, hein, je vais en acheter, mais les terrains sont pas plats, donc non, ça va être un autre délire. Alors je vous dis pas ce que j'ai en tête. Si, je peux vous en dire une, parce que ça c'est de longue date. J'adore l'ananas comme fruit, donc je ferai bien sûr une partie ananas sur les 40 hectares, mais par exemple je vais pas vendre mon ananas aux connards d'acheteurs français ou européens qui exigent des conditions dégueulasses, qui payent quand ça leur chante, genre les ananas, ils arrivent en France, sont pourris, ils payent pas, etc. Tout ce genre de délire, ça m'intéresse pas trop. Donc pour moi, faire de l'agriculture, on peut pas faire juste de l'agriculture, il faut avoir de l'intelligence économique derrière. Et l'intelligence économique, je dis pas que je suis intelligent économiquement, je dis de l'intelligence économique, c'est-à-dire comprendre qui baisse qui dans la chaîne de valeur. Il y a tout le temps dans les chaînes de valeur des mecs qui sont en train d'enculer les autres. Voilà, il y a du parasitisme dans la nature humaine et de la prédation en fait. Et ça on le voit partout, et donc il y a énormément de prédation dans le monde de l'agriculture. Donc l'intelligence économique, ça consiste tout simplement à comprendre qu'il faut cultiver le produit, mais il faut également le transformer, donc il faut investir à nouveau. Peut-être les machines agricoles sont pas très chères pour transformer. Quand on va sur Alibaba, je vois les prix, c'est des machines qui valent entre 5 et 20 000 $. Honnêtement, avec 50 à 100 000 $, on peut acheter un certain nombre de machines et commencer à transformer les produits et récupérer la valeur et donc enfin conserver la valeur du travail initial dans les champs. Je suis plutôt pour fabriquer des produits de niche de haute qualité, par exemple organique. Donc je sais pas, l'ananas, le premier truc qui me vient, c'est que peut-être que je vais le glacer, je vais le récolter, le faire certifier bio, puis le glacer et le vendre aux gens qui fabriquent des sorbets, voilà, de luxe en Europe, ou aux grands restaurants qui cherchent toujours des produits goûteux pour des clients exigeants, le tout étant vendu très cher. Voilà, et donc je vais balancer du conteneur de glace ananas voilà, en Europe ou aux États-Unis, moyennant quoi je vais pas me faire faire le cul, quoi, pour parler concrètement, parce qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui se font faire le cul. Donc non, je ne vous recommande pas de faire agriculteur avec tracteur, parce que c'est le plus court moyen de vous perdre votre temps en fait, parce que travailler pour rien pour les autres. Mais en revanche, il y a énormément d'opportunités dans le monde agricole et agroalimentaire, parce que la bouffe d'abord est un produit dont on a besoin récurrent, crise ou pas crise, et en plus c'est un produit qui s'adapte très bien aux crises inflationnistes et déflationnistes. Donc c'est, pour moi, c'est un super business. Maintenant, on peut pas se tourner. Les agriculteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils je suis désolé pour les agriculteurs, mais
Honnêtement, aujourd'hui, le boulot quand on voit les stats, et on peut parler du Costa Rica, parce que j'ai étudié en profondeur, ainsi que le marché français, quand on voit les stats de consommation de pesticides, d'engrais et j'en passe, on est dans de la folie, on est dans de la destruction de masse, on n'est pas dans la fabrication. Faut qu'ils arrêtent de pleurer que machin, que c'est les pauvres innocents. Il y a un moment qu'ils nourrissent leur famille. Nourrir sa famille de cette manière, à un moment, il faut s'arrêter. Faut savoir au Costa Rica, par exemple, ils mettent tellement de merde. Les multinationales, parfois ou souvent américaines, on va les citer, mettent tellement de merde dans les champs que ça s'évapore. Et donc les chercheurs se sont aperçus au Costa Rica que une fois dans les nuages, ça retombait dans tout le pays via les pluies tropicales. Et donc tout le pays était niqué au Costa Rica à cause des cultures d'ananas. Donc ça pour moi, c'est pathétique parce que non seulement les agriculteurs n'ont pas de marge, mais en plus ils détruisent. Donc vraiment, moi je ne conçois pas de faire des trucs comme ça. Enfin, ça m'intéresse même pas. C'est pas du tout ça que j'ai dans le crâne. Je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver le moyen de conjuguer en fait, comment dire, une collaboration avec la nature, parce que la nature n'est pas tendre, mais au moins une collaboration avec la nature, et puis une collaboration avec les consommateurs, parce que les agriculteurs aujourd'hui ils foutent leur merde dans les champs, voilà, ils récoltent, ils vendent à des coopératives, ils s'intéressent même pas aux clients, rien. C'est un métier qui est malheureusement qui est perverti et qui est dégradé, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui l'agroalimentaire, il faut l'envisager avec les clients, il faut l'envisager avec la nature, il faut trouver un deal en fait qui soit acceptable pour tout le monde et puis pour soi en tant qu'entrepreneur également. Et j'ai étudié aux États-Unis énormément depuis 10 ans parce que j'ai toujours eu dans l'idée de faire ça, et je suis venu à Panama justement pour faire ça. Je ne pouvais pas le faire en Thaïlande puisque j'étais blanc occidental et qu'en Thaïlande l'étranger n'a pas le droit de toucher à la terre, donc c'est un petit peu compliqué de faire l'agroalimentaire en Thaïlande quand on n'est pas thaï. Et donc je suis venu au Panama pour faire ça, donc ça fait 10 ans que j'étudie. Il y a énormément de niches, surtout grâce au marché américain où il y a quand même, je sais plus, 10 millions de millionnaires aux États-Unis. Donc c'est des gens qui veulent consommer du bon. Donc, et ils n'ont pas de climat tropical parce que la Floride c'est subtropical. Donc il y a énormément d'opportunités pour trouver des deals, voilà, comme ça, qui évitent de faire n'importe quoi et qui permettent de se lever le matin en se disant je chie pas de la merde derrière moi. Et puis de toute façon j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille à nourrir, donc je m'en branle. Mais bon, le tracteur, voilà, non, moi ce qui me fait kiffer c'est honnêtement, c'est la terre, l'enrichissement ou la gestion du sol, parce que le sol tropical, alors les Français ne comprennent pas ça. En France, les écosystèmes, on me pose souvent la question, on dit mais de quoi tu parles, cher? Il faut savoir, les écosystèmes en France, en Europe, dans les climats tempérés, c'est dans le sol. C'est-à-dire que le sol recycle et puis accumule de l'humus avec le temps qui passe, ou des stocks de l'humus quand les ports de l'agroalimentaire français niquent tout. Donc après on a des sols complètement morts, sans aucune valeur et aptitude naturelle à produire, à fertiliser, quoi. Mais toujours est-il que tout le système, tout l'écosystème est dans le sol, à l'intérieur. Dans le monde tropical, le game est complètement différent, c'est que à cause des pluies diluviennes en fait, qui lavent littéralement les sols, qui les essorent, la nature est devenue intelligente et s'est dit bon, je vais pas foutre les nutriments dans le sol puisque la pluie va les embarquer. Donc du coup, la nature recycle les nutriments à la surface via un certain nombre de végétaux, via les arbres, etc. Donc quand les gens arrivent, coupent la forêt tropicale pour faire des cultures, les premières années ça marche bien parce qu'il y a l'acquis qui a mis 50 ou 100 ans à se créer, mais au bout de 5 ans le sol il est mort, l'écotement délavé et ça rapporte plus rien. Donc il est impossible de faire cultiver quoi que ce soit sans mettre des insides, des inputs, je suis en train de chercher des fertilisants chimiques dans le sol puisque le sol est complètement mort. Donc moi ce que j'aime c'est concevoir un système de production qui maintient la fertilité du sol, à travailler en collaboration avec les arbres, avec ce système, avec cet écosystème qui est à la surface et non pas à l'intérieur du sol, de le stimuler, voilà, de trouver des moyens, de gérer la flotte aussi, parce que c'est la flotte le principal ennemi dans un système agricole tropical, donc de canaliser la flotte, de réfléchir à tout ça. Moi ça me passionne énormément. Et après ce qui me passionne aussi c'est de concevoir des produits
que les consommateurs vont aimer déguster, donc acheter les machines chez Alibaba pour faire des produits. Alors ça va être du B2B, ça va être du B2C, mais enfin créer un produit que les gens veulent vraiment bouffer, quoi, avec plaisir. Donc c'est ça qui me passionne. Mais le tracteur, eh ben non. Non, le tracteur, je m'en branle en fait. Le truc. Et puis en plus, vous savez quoi, maintenant les tracteurs ils sont reliés par ordinateur, par GPS, machin. Il n'y a plus besoin d'être dans l'intérieur du tracteur pour faire des tours dans le champ. Là. Non, je me vois vraiment pas monter en tracteur, faire les allers-retours dans le champ comme ça à longueur de journée. Ça me parle pas, ça. Je dois pas être un agriculteur en fait. Je suis plutôt un entrepreneur de l'agroalimentaire. Mais j'ai pas le goût du tracteur. Voilà. Et donc à quoi ça sert? Ça sert à s'amuser. La vie, on est là pour s'amuser, faire des expériences, picorer et voilà, vivre des échecs, des aventures et puis se réunir aussi, parce que le truc des youtubeurs, c'est qu'ils sont tous tout seuls en fait. Ils ont une armée d'exécutants autour d'eux, mais ils sont tout seuls. De se réunir avec des associés, des partenaires, voilà, des machins, des teams, de bosser en équipe, de résoudre des problèmes en équipe, c'est 50 fois plus fandard que faire son YouTube de merde avec des formations auxquelles on croit pas, qui font chier la couille, et des vidéos pour animer, pour que l'audience reste là, pour qu'elle achète. Ça fait chier, quoi. Franchement, non, ça sert à s'amuser. Moi je pense vraiment que dans la vie, il faut faire ce qu'on aime, quoi. Il faut se battre pour faire ce qu'on aime, parce que j'ai pas toujours pu faire ce que je voulais dans la vie, loin de là, et j'en ai pris plein la gueule comme tout le monde, voire plus que la moyenne, beaucoup plus. J'ai l'opportunité de m'amuser à Panama, et ben je le fais, voilà, et je vous recommande vraiment de trouver. Et aussi ça, c'est ce qui me frappe chez les youtubeurs, c'est que comme ils savent pas vivre, ils ont tous que 2 valises grosso modo, ils sont installés dans les pays où on les fait pas chier au niveau des impôts, et ce que je ressens à travers, parce qu'il y en a plein qui m'appellent, je donne pas la liste, mais il y en a plein, bien plus que vous ne pouvez imaginer, bien plus, il y en a qui seraient très surpris, mais ce qui se passe, c'est qu'ils passent d'un pays à un autre, etc., et ils n'ont pas de lieu de vie, voilà, qui peuvent pas se dire j'appartiens à cet endroit, c'est ici que je veux vivre. Ils savent pas où vivre en fait. Et ça, c'est dramatique, ça, de pas savoir où on a envie de vivre, de trouver son lieu de vie, c'est fondamental. De trouver le pays où on veut vivre, le climat surtout, parce que l'état, on s'en branle. On a bien vu que le Covid, c'est que des corrompus et des médiocres partout dans le monde. Donc il n'y a pas d'état acceptable ou pas acceptable, ils sont tous inacceptables. Mais de trouver son climat, de trouver voilà, l'ambiance, de trouver un certain nombre d'ingrédients, l'énergie en fait, parce qu'il y a plein de pays qui ont des énergies différentes. Moi je suis pas compatible avec le Costa Rica, il y a plein de gens qui adorent le Costa Rica, je suis pas compatible, moi je supporte pas le Costa Rica, je pète des durites, dans ce pays, je supporte pas, et c'est une question d'énergie, d'écho, je sais pas, il y a un truc dans l'atmosphère, il m'énerve, ça m'énerve, tout m'énerve. Alors qu'au Panama ou en Thaïlande, c'est des pays que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc trouver le pays avec lequel il y a un écho, c'est fondamental. Et donc après, faire des choses dans le pays dans lequel on appartient, c'est le top. Donc voilà, moi je vous recommande, au-delà de l'argent, quoi. Il vaut peut-être mieux gagner moins d'argent et puis trouver un meilleur équilibre, un meilleur compromis, quoi. Enfin bon, je vais pas éduquer mes amis youtubeurs, c'est sans espoir. S'ils gagnent pas 100 à 200 000 par mois, tous ils sont en dépression, donc ils vivent dans un autre monde. Je sais même pas pourquoi ils m'appellent, mais probablement peut-être pour essayer de sniffer une autre option de vie, voilà. Mais j'ai très peu d'espoir avec eux, c'est une drôle de population. Donc voilà, dans tous les cas, j'espère que toutes ces petites histoires perso vous inspireront. Je vous dis à bientôt.